Ban Ki-moon exige que la violence et les tueries répétées cessent au Burundi, selon un communiqué de l'Organisation des Nations Unies. Enfin, tournée de prise de contact du nouveau ministre des Transports du Cameroun. Il a rencontré les acteurs du transport terrestre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session de l'information sur Sika. Démarrons par le Burkina Faso. Les députés du Conseil national de la transition ont verrouillé l'article 37 de la Constitution, limitant le nombre de mandats présidentiels à 2, selon l'amendement apporté par 88 voix pour, sur 89 votants. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président du Faso consécutivement ou par intermittence. L'article 37 de la loi fondamentale du Burkina Faso stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans et il est rééligible une seule fois. Le CNT a en outre introduit une disposition: aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n'est recevable lorsqu'il remet en cause la clause limitative du nombre de mandats présidentiels ainsi que la durée du mandat présidentiel. Les prochaines élections permettront de rétablir l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a officiellement consacré ce vendredi la victoire du oui au référendum autorisant le président Denis Sassou Nguesso à se représenter à la présidentielle de 2016. Une victoire que conteste toujours l'opposition congolaise. Les détails. En consacrant la victoire du oui au référendum du 25 octobre dernier, la Cour constitutionnelle congolaise confirme l'adoption d'une nouvelle constitution dans le pays par 94,32% des suffrages exprimés pour une participation de 111,16%. Des chiffres qui diffèrent légèrement de ceux annoncés par le gouvernement après le vote, mais qui laissent désormais le champ libre au président Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà plus de 30 ans au pouvoir, de briguer un nouveau mandat. Chose que dénonce l'opposition congolaise qui estime que la Cour constitutionnelle a ainsi consacré un passage en force qui ne reflète pas la réalité. Elle avait d'ailleurs appelé à boycotter le scrutin, en avait rejeté les résultats et appelé le 28 octobre à des manifestations et opérations de désobéissance civile. Cette contestation populaire annoncée s'est finalement limitée à une cérémonie ayant mobilisé quelques centaines de personnes à la mémoire des opposants tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre quelques jours avant le référendum. Le test de la nouvelle constitution qui saute le verrou de limite d'âge et celui du nombre de mandats doit désormais être promulgué par le président de la République. Et puis, toujours autour de cette actualité, le président congolais Denis Sassou Nguesso a promulgué vendredi la nouvelle constitution de la République du Congo, adoptée à l'issue du référendum du 25 octobre, dénoncée comme une tricherie par l'opposition, a-t-on appris de sources officielles. La constitution qui va désormais régir notre pays est celle du 6 novembre 2015, a déclaré à la télévision publique le garde des Sceaux congolais Emmanuel Yoka à propos de ce test qui permet à Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exigé ce vendredi que les violences et les tueries répétées cessent au Burundi, selon un communiqué de l'ONU. Ban Ki-moon a estimé que les tueries doivent cesser, déplorant que la découverte de corps de Burundais, dont beaucoup semblent avoir été exécutés sommairement, soit devenue une occurrence fréquente dans la capitale, Bujumbura. Et justement, l'un des fils du défendeur burundais des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonempa, a été retrouvé assassiné ce vendredi à Bujumbura, quelques heures seulement après son arrestation par la police. Figure de la société civile burundaise et l'un des leaders de la contestation contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Pierre Claver Mbonempa a lui-même été grièvement blessé lors d'une tentative d'assassinat en août dernier attribuée à des partisans du pouvoir burundais. Notons que de nombreux habitants des quartiers contestataires quittent leur domicile depuis la veille, créant un déchaînement de violences policières à l'expiration samedi soir d'un ultimatum lancé en début de semaine par le président Pierre Nkurunziza.
À Douala, capitale économique du Cameroun, le nouveau ministre des Transports, Edgar Alem Bengo, est désormais en terrain connu. 3 jours lui auront suffi pour toucher du doigt les réalités du secteur dont il a désormais la charge. Du moins en ce qui concerne la partie de son activité logée dans le littoral. Au cours de cette tournée de prise de contact, il a rencontré les acteurs du transport terrestre. Reportage Narcisse Oum. Le ministre des Transports du Cameroun, Edgar Alem Bengo, accompagné du ministre délégué Mifirou Oumarou, a effectué ce lundi sa première visite de prise de contact avec les organismes sous tutelle et les services déconcentrés. Une visite de 3 jours où il a été tour à tour dans les installations de Camrail, de Douala International Terminal, aux aéroports du Cameroun, au port autonome de Douala, Camerco, bureau de gestion du fret terrestre, Soukatu et à la délégation régionale et départementale des transports du Vouri. À chaque étape, il y aura eu un accueil chaleureux. À la place portuaire, le directeur général de Douala International Terminal a dit au ministre des Transports qu'on assiste à un retour à la normale. Edgar Alem Bengo arrive en tout cas au moment où Douala International Terminal exhibe des volumes records de conteneurs exportés de toute son histoire. À l'aéroport international de Douala, c'est le président du conseil d'administration et le directeur général des aéroports du Cameroun qui ont chaleureusement accueilli Edgar Alem Bengo. Et c'est au terme des différents chantiers engagés sur cette plateforme aéroportuaire que le ministre des Transports a délivré son message à tous les directeurs généraux des organismes sous tutelle. Assez net de vous avoir signifié dès le départ ce que j'attends de vous. Les résultats, l'efficacité, les résultats, l'efficacité. Au terme de 3 jours de visite, beaucoup reste à faire. Maintenant, il y a des services qui se portent moins bien que les autres. Le but de ma visite était aussi de venir toucher du doigt ces réalités, ces problèmes, ces difficultés. Le ministre annonce également qu'il a pour principal objectif le redressement de Camerco. Le président de la République est en train de tout mettre en œuvre pour cela, a poursuivi le ministre des Transports. En Égypte, 7 jours après le crash de l'avion russe, la thèse d'un attentat semble se préciser. La Grande-Bretagne a commencé à évacuer ses ressortissants de Sharm el-Sheikh. Pendant ce temps, la Russie a ordonné ce vendredi la suspension de ses vols vers l'Égypte. Les détails. Illustrant la nervosité des compagnies aériennes, la néerlandaise KLM a interdit par précaution les bagages en soute sur son vol Le Caire-Amsterdam après que Londres et Washington aient ouvertement évoqué la piste d'une bombe à bord de l'Airbus A321 de la compagnie russe Metrojet qui a explosé en vol avec ses 224 occupants dans le Sinaï le 31 octobre. Le groupe djihadiste État islamique a dit être responsable du crash sans expliquer comment. Même si la Russie reste prudente face à la thèse de l'attentat, le président Vladimir Poutine, sur recommandation du chef des services secrets russes, a ordonné la suspension des vols civils russes vers l'Égypte. Mais la Grande-Bretagne a pris les devants en commençant à évacuer ses ressortissants qui passaient leurs vacances à Sharm el-Sheikh. Des vols continuent d'arriver et ça va nous permettre de rapatrier plus de personnes plus tard dans la journée. Il existe simplement quelques défis techniques et logistiques puisque nous essayons de faire en sorte que des vols arrivent et repartent dans un aéroport bondé, le tout en respectant les régulations internationales et de manière sûre. Après une longue attente sur la piste, un premier avion d'EasyJet a décollé de la cité balnéaire à destination de Londres avec 165 passagers à bord, suivi par un second vol de la même compagnie britannique avec 165 passagers selon un responsable à l'aéroport. Je suis très heureuse que David Cameron ait pris cette décision. La sécurité des citoyens britanniques doit être une priorité. Et la sécurité ici, quand nous sommes arrivés mercredi, était atroce. Absolument atroce. Donc David Cameron a pris la bonne décision. Il n'y a aucun doute là-dessus. Selon l'aviation civile égyptienne, seuls 8 vols devaient être autorisés à évacuer vendredi les Britanniques. Outre EasyJet, les compagnies Monarch et British Airways participent à l'opération de rapatriement des quelques 20 000 vacanciers britanniques. Même si les causes du crash ne sont pas encore fermement établies, ce drame porte un nouveau coup dur au tourisme en Égypte, déjà affecté par des années d'instabilité.
Le Bénin accueille un nouveau-né dans son paysage bancaire. La BAIC, Banque africaine pour l'investissement et le commerce, est le fruit d'une longue réflexion d'un groupe d'investisseurs africains, européens et asiatiques. Elle vient répondre à un besoin réel et spécifique sur le marché bancaire béninois en particulier et celui africain en général. Reportage Candice Degoué. C'est cette coupure du ruban qui annonce le démarrage effectif de la Banque africaine pour l'investissement et le commerce BAIC. Œuvrant à devenir un acteur de premier plan et une référence dans le domaine de la banque d'affaires au Bénin et en Afrique, cette banque se veut également être le catalyseur des investisseurs privés et publics. Elle vise à soutenir l'essor économique du Bénin et de la sous-région. Cet investissement au Bénin a d'ores et déjà induit des impacts positifs en termes d'investissement, de création de valeur ajoutée, d'emplois directs et indirects. Il favorisera le financement de l'économie nationale et aura des effets multiplicateurs sur la production. La banque est née avec les dents parce que vous n'avez pas voulu être une banque comme les autres. Vous avez voulu être une banque qui fait ce que toutes les autres banques font, mais vous avez voulu être une banque d'affaires. Une banque qui va au plus grand tréfonds des potentialités économiques du Bénin pour aller créer de la richesse, faire prospérer la banque et faire booster l'économie béninoise. Première banque dont le siège est basé au Bénin, la BAIC entend établir une relation de confiance avec ses clients et actionnaires. Et pour réussir cette noble mission, elle propose divers services à sa clientèle. Mesdames, Messieurs, feuilletons à présent ensemble les pages d'un livre qui retrace la vie et le parcours du président nigérien Issoufou Mahamadou. Intitulé Les boutures de manioc, l'ouvrage est un chef-d'œuvre de Abdourahmane Harouna, paru aux éditions Kartala en France et Mont Bagazan au Niger. Abdul Karim Mahamadou, notre correspondant au Niger, pour le point du vernissage. Les boutures de manioc, un livre d'Abdourahmane Harouna de plus de 400 pages, brosse la biographie du président Issoufou Mahamadou. Un travail qui aura duré 6 ans, qui fait découvrir au lecteur le parcours d'Issoufou Mahamadou de son enfance à son accession à la magistrature suprême du Niger en 2011. J'engage les lecteurs à l'ouvrir, à essayer de découvrir. Et dans le processus de cette découverte, ils sauront si la dimension est politique ou humaine ou tout simplement sociologique. Les deux épouses du président Issoufou Mahamadou étaient au vernissage. Elles ont tenu à exprimer leur gratitude à l'auteur qui fait ainsi découvrir au public un homme exceptionnel dont elles partagent la vie. Ils ont donné l'occasion justement aux 17 millions de Nigériens d'avoir d'autres facettes de ce qu'est Issoufou. Dr Aloussène Ousmane est l'un des plus fidèles du président Issoufou Mahamadou. Pour lui, l'auteur du livre a fidèlement retracé la vie du président Issoufou Mahamadou. Il a traduit fidèlement ce qu'est Issoufou, quelqu'un qui a eu à participer aux activités, qu'elles soient corporatistes, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient politiques. Et Issoufou, je reviens encore, un homme d'État. Le premier ministre-chef du gouvernement connaît bien aussi Issoufou Mahamadou, mais à travers ce livre, c'est un autre homme qu'il vient de découvrir. C'est l'homme du peuple, il ne s'appartient plus, Issoufou appartient, c'est le patrimoine national, et même au-delà. À la fin de la cérémonie de vernissage, le livre s'est vendu comme des petits pains et que l'auteur a eu le plaisir de dédicacer à tous ceux qui l'ont acheté avec des autographes. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.